Gamble. À Let's Get Ready to Gamble, un podcast entièrement consacré au MMA avec, bien entendu, une approche de gambler. 3 trouducs mettant en œuvre leur connaissance des arts martiaux mixtes dans le but de faire les meilleurs paris possibles. Avec moi, il y a Marco de Trouduc Lalonde. Yeah! Salut tout le monde! Philippe de Ric Flair Lalonde. Yeah! WrestleMania! Donc, là, pour ceux qui ne savent pas... on a un système de pointage pour chacun des événements qui passent. En gros, ce qui arrive, c'est qu'on a 2 points pour des prédictions avec cash qui, en gros, si on avait à mettre du cash là-dessus, qu'est-ce qu'on ferait? Puis, on a 1 point pour si, en fait, on le met sans cash, c'est-à-dire qu'on y va avec une plus grande latitude. Et pour chaque erreur, on a la même déduction de points. Donc, c'est-à-dire que si on a une erreur pour le cash, on a -2. Et si on a une erreur sans cash, ça veut dire qu'on a -1. Si on rajoute une prédiction de finition aussi, puis on ne l'a pas, ça coupe tous les points. Dans le fond, c'est dans le négatif. Ben, c'est une déduction, exact. Ouais. Fait que c'est comme si, mettons, on va dire Lawler KO, mais Lawler a gagné, mais pas KO. Puis tu l'as mis sans cash, mettons, mais ça veut dire +1 et -1, donc ça annule. Fait que si on revient sur la dernière carte qui était le UFC 235, voici le score. Le premier étant Marco avec 1 point. Yeah! Le deuxième étant Phil Yes! avec 0 point. Yes! Yeah, Et moi étant dernier avec -2 points. Ce qui donne un total depuis le début de la saison de Marco -12. Douville, -18 et Phil, -46. Oh yeah, the strut is coming, baby. On parle-tu du... Oui, parce que bien entendu, il y a une conséquence à tout ça. Hein? Et le dernier étant celui qui va devoir faire le strut, qui est en fait la démarche de Jeff Jarrett. Allez le voir sur YouTube, la petite 90. danse. Oh, ouais, c'est une petite danse vraiment dégueulasse. Puis il doit le faire dans 10 endroits publics, filmés et publiés. C'est pas l'espèce de salopette ou juste les genres de petites bretelles. Là, on regardera pour... Non, on va regarder ça là avant que tu perdes. En tout cas, on en reparlera. Juste dire, par exemple, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, il y en a qui à la fin, je disais qu'on va regarder pour les UFC Fight Night. Finalement, on n'est pas revenu dû aux difficultés qu'on avait d'horaire pour pouvoir s'arranger. Mais là, on est là pour le UFC 236. Mais juste avant, on va revenir sur les prédictions parce que on a eu quand même des surprises. Justement, moi... J'ai été vraiment déçu avec Askren puis Lawler. Ouais, hey, Chris, mais le slam, mon gars! Oh my... Mon gars, je pensais, j'étais comme, OK, il a vu juste au début, là, j'étais comme, il va le finir. Puis l'arbitre aurait dû arrêter le combat, là, à mon avis. Là. Ah non, pas moi. Il y avait le poignet de Non. coincer, mais il avait l'air, il était encore là, il essayait de se déprendre. Puis... Ouais, mais tu sais, je sais pas, souvent ça arrive que, mettons, l'arbitre va arrêter le combat avant ça. Il aurait pu là. l'arrêter, Ouais. c'est-à-dire, il aurait pu. Là, Non, moi, je trouve qu'il était là. Il était totalement là. Mm. Il n'y a d'aucune manière. Puis il l'avait même pas dans une bonne position d'étranglement. Là. Ouais. Fait que la seule chose qu'il a vu, c'est que Lawler, il était juste comme... Il se mettait juste mou, comme il était pas en train de... Ah, ok, Moi, je parlais de Askren qui pendant qu'il se faisait ground and pound, je parlais qu'à ce moment-là, Lawler après l'avoir. Moi, je pense que l'arbitre aurait dû arrêter le combat à ce moment-là. OK. À ce moment-là, je sais pas. Je pense qu'il était encore là, Askren, puis on l'a Ouais. vu d'ailleurs. Ouais. Moi tu vois, comme déjà là, au premier round, c'est exactement ce que moi, je me disais. C'est que il était trop fort, du moins, d'un point pour Askren. Ouais. Si ça avait duré longtemps, ce combat-là, je pense pas qu'Askren aurait été jusqu'au bout. Non. Puis, Il moi, est content que ça arrête. Puis d'ailleurs, j'avais Diego Sanchez dans cette Ouais, moi aussi. Ben oui, je l'avais en KO. Ouais, moi Plus aussi. j'avais Zhang, plus que j'avais, je me souviens plus qui d'autre, puis il me restait juste Lawler KO, puis le tout ensemble pour 2 piastres, ouais. ça me donnait 300 $. Ouais. Hey, tu devais être en crise, mon gars. Yo, j'étais en tabarnak, mon gars, man. Ouais. Ah, Moi, j'avais choisi, en plus, Askren par soumission sur mise au jeu. Par la suite, parce que quand il sort, tu sais, toutes les probabilités de m'amener, ben là, tu fais que, OK, peut-être que je pourrais faire ça de même, finalement, puis tout ça, pour la mise au jeu. Puis ce qui m'avait fait décider, justement, c'est que je me suis dit, il va tellement se faire bardasser que s'il a besoin d'une porte de sortie, c'est sûr qu'il va le soumettre.
C'est pour ça que je l'avais mis là. C'était la seule manière qu'il gagne. J'ai fait mon fendant, puis je l'avais mixé avec Woodley. Ah ouais, OK. Fait que parce que j'étais vraiment confiant pour Woodley. Puis tabarnak, ça me donnait 6 fois ma mise à peu près. Là. Puis après ça, Woodley a passé. Puis je suis comme, tabarnak! Man, ça me donnait comme 7 fois et demi ma mise à peu près sur 5 piastres. Ça a été surprenant comment est-ce que Ousmane vraiment shot down Woodley. Moi, jamais j'avais vu ça. Jamais. Je me demande sérieusement où était Woodley ce soir-là. Ah, il a rien fait. Non. Il était sur son bateau en vacances. Il était pas là. Mais d'ailleurs, moi, je trouve que celui qui a été le plus cave... Parce que c'était une soirée weird, hein? Ouais. Mais celui qui a été le plus cave, pour moi, ça a été Garbrandt, cette soirée-là. Ouais. Oh my God. J'avais pris par KO, j'avais pris 4 bêtes. Là, tu vois, il y en a une couple que j'ai oublié vu que ça fait quand même un mois de ça. Là. Ouais. Mais dans mes 4, c'est comme ça se peut pas. Genre, c'est sûr, j'en ai au moins 1 ou 2 là-dedans. Là. Je pense que j'avais pris Mickey Gall par soumission. Ouais. J'avais pris justement. Gall, il est passé. Hey man, c'est pété. J'avais pris Garbrandt par KO. Moi, dans le fond, je m'en rappelle plus quoi les autres. Moi, j'avais mis Sanchez par KO, puis quand même assez confiant parce que Sanchez a un esti de bon sol aussi. Puis il est black belt, puis là, j'ai fait. Puis il s'en sert aussi. Là. C'est pas un black belt qui reste là nécessairement à rien faire. Là. Il se ramasse au sol des fois, puis il paraît bien. Puis Mickey Gall, on l'avait jamais vu contre des gros opposants. On l'avait jamais. Puis tu sais, l'affaire, c'est qu'il était ultra overhype. Il avait tout le temps pour aller au sol. Il voulait tout le temps aller au sol, en fait. Fait que moi, je me disais, there's no fucking way que ce gars-là décalisse Sanchez, mais en même. Puis il était super favori. Mais en même temps, c'était quand même sur papier c'était quand même un risque de prendre Sanchez. Oui, c'est clair. Il nous a prouvé. Mais Garbrandt, ça a été encore une fois une énorme déception. Ouais. Ah non, c'est clair. J'avais dit, je me rappelle à ce moment-là, quand c'est arrivé, j'étais comme moi, ça paraît son père est en prison toute sa jeunesse, puis ça paraît quand il se bat. C'est vrai, ça a paru, ouais. C'est parce que c'est ça, j'ai l'impression que genre, il cesse trop genre prendre par l'émotion, puis il est trop. Exact. Il se bat pas intelligemment. Non. Ça peut marcher, mettons, des petites catégories en bas de ça, mais quand t'es rendu dans le top 5, puis tu pognes du monde du top 5, ça marche plus, là, des affaires de même. C'est parce qu'il a fait ça avec Dominic Cruz aussi. Mais c'est parce que quand il est confiant, puis il était un peu plus. Parce que je pense qu'il a regardé au-dessus de son opposant. Je pense qu'il l'a pas pris au sérieux. Puis je pense que quand il a vu une difficulté devant lui, ça a commencé à le frustrer. Puis ça il a pas pris grand-chose. Je pense que le gars, il a besoin d'une dose d'humilité. Puis qu'il a besoin de revenir à la technique. Parce que le gars, il est vraiment très bon. Fait c'était vraiment une énorme déception. Puis je pense qu'en termes de déception, pour moi, le plus de la soirée, même si j'ai perdu 300$, ça a été le combat Jones contre Smith. Pour moi, c'était long. Ce gars-là avait payé un billet de spectateur, man. Pour vrai, il est venu voir Jones de proche. C'est vraiment ça. Ben oui. Ça a été puis même Ousmane contre Woodley, là, y a-tu de quoi de plus plate à regarder qu'un gars qui se fait clincher dans la cage puis donner des coups de poing dans le corps? Hey, record de coups au corps, ok, peut-être, là, mais c'est probablement le match le plus dégueulasse que j'ai vu. C'était plate. C'était plate, c'était long. C'est les pires combats du grappling contre la cage là, qui se passe pas rien vraiment. Le gars, il essaie le takedown, il est pas capable, il reste debout, puis là, c'est plate en tabarnak. Ça va mal quand j'ai le goût de crier « Ramenez-nous Dan Severn ». C'est ça, tu sais. C'est l'équivalent, mettons, de regarder un combat de juke, le gars il reste dans sa garde, puis il bouge pas. Puis il se passe rien. C'est ça, là. T'as le goût de partir. L'araignée. Il est pris dans sa toile, puis il est resté pogné. Mais il y a eu des belles affaires, par exemple, pendant la carte. Je trouvais que, overall, en termes juste de spectacle, purement de spectacle, je trouvais ça cool. Mettons, quand on regarde justement Garbrandt contre Munoz, la finale avec genre le brawl puis tout ça, c'était super cave que Garbrandt fasse ça, mais en tant que spectateur, j'étais comme oh! Tu sais, j'ai pogné de quoi, là? Genre, quand ils ont commencé à brawler, j'ai fait holy shit! C'est sûr et certain que les feux d'artifice, c'est tout le temps nice, mais pour moi, quand j'ai un coït de 30-40 secondes, même si le dernier 10 secondes était nice, c'est un coït de 40 secondes. C'est ça, Tu sais, c'est pas ce que devrait être. Non. Même le combat du Zeng, moi, je pensais qu'elle passerait au travers pour vrai, puis finalement, ça a été une décision, me semble. Ouais, c'était une décision, puis ça... je veux dire, elle a été supérieure sur le plan technique, mais tu sais, même qu'elle a perdu un round...
Mais je pensais que ça allait être une totale domination. Ouais, fait que... Tu vois, c'est un des bets que j'ai fait justement. Je me disais, gars, là, je peux pas le perdre. Chris Zeng, puis ça me donnait 5 fois ma vie. Je suis comme, ben voyons donc, ils ont pas vu Zeng comme j'ai vu Zeng. Là, ça fait longtemps. Je me demande si je me trompe pas de carte. Johnny Walker, c'était sur cette carte-là? Non. C'était sur une autre carte. Ok, excusez, laisse faire. Ouais, okay, c'était contre qui? Je pense que c'est Eric Anders ou Khalil Rountree, un des deux. Parce que oui, c'est Khalil, Khalil Rountree. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je pense que c'est ça que tu parles. Ouais, je me trompe en fait, c'est ça. Ok. Ben, d'ailleurs, on va l'aborder tout de suite, tant qu'à ça. Le premier combat qui est entre Nikita Krylov et Ovince Saint-Preux. Ouais. Tout le monde attend ce combat-là avec impatience. Ben, sérieux, man, moi, j'ai été faire un petit background check, là, à la base. C'est un gars de karaté Kyokushin, Krylov. Ouais. Il y a de quoi sur Wikipédia, des fois, que j'ai de la misère au niveau des titres. C'est-à-dire, je sais pas qui met ça, mais ça marque Master en Submission Fighting. Ouais, j'ai vu ça. Ben, en fait, c'est qu'il a remporté un championnat dans son pays qui s'appelle Master of quelque chose. Puis il y avait plusieurs catégories différentes. Il y avait justement le Kyokushin, il y avait le Submission Fighting, puis quelque chose. Mais il n'est pas un master en tant que tel. Il a remporté l'événement. C'est pas un titre qui est fait en fonction d'une pratique. C'est un titre qu'il a gagné en fonction d'un tournoi. Ouais, c'est comme les Jeux du Québec. Ou d'un niveau. C'est le niveau master ou c'est la compétition qui donne le titre de master. Écoute, quand tu gagnes? Je suis pas sûr, mais je sais qu'il a gagné une compétition qui s'appelait Master of. Ah, ben donc, c'est ça. Ok, c'est bon. C'était le Master of de cette année. C'est comme les Jeux du Québec du fighting, dans le fond, mais dans plusieurs catégories. C'est bizarre parce qu'il marquait pas Winner of the Master of... Ça disait qu'il était Master en submission. Ben, peut-être que je mélange les deux. Submission Fighting, c'est quand même vague. Là. C'est quoi, ça part debout? En fait, c'est juste simplement du grappling. Mais comme tout est mélangé, fait que la lutte, whatever, c'est juste du grappling, fait que c'est du no-gi en fait, là, tu sais, pas mal ça. Il revient de son combat, parce qu'il revient dans UFC, c'est son deuxième combat, puis il y a eu une défaite contre Blachowicz justement en soumission. Blachowicz, c'est quand même une ceinture noire en jiu-jitsu, fait que c'est pas une marde, mais il a pas été... Tu sais, comme il a été quand même dominé au sol en termes de grappling. C'est un gars que debout, il aime pousser l'action. Il est très mobile pour un light heavyweight. Il est quand même dangereux avec les étranglements, mais pas plus que ça. Moi, ça, c'est pas mal les notes de base que j'ai données pour Krylov. Ça a l'air surtout d'un combat de striker, là. À la base, Il y a quand même un bon contrôle debout, genre il met de la pression quand même pas mal sur son adversaire, puis en plus il y a une sorte de striking qui est un peu awkward, genre un peu moins conventionnel si on veut. Par contre, j'ai noté qu'il n'est pas approfondi super de gros noms. Non. Mais il y a quand même une belle fiche, il est 23-6, puis tous ces 23 combats ont été finis. Mais toutes ces défaites sont contre des gros noms. C'est 24-6 par exemple. En tout cas, on s'en fout. Écoute, peut-être que mon set est pas bon, Philippe. Qu'est-ce que je te dis? Dans ce cas-là, il a peut-être pas tout fini ses combats, peut-être qu'il en a pas fini un. J'ai noté aussi dans ses derniers 5 combats qu'il est 4 victoires, 1 défaite. Puis sa défaite, en fait, c'est son dernier combat contre Blachowicz. Ouais, mais il était pas dans l'UFC, là. Ah, ok, j'ai pas fait. Ok, j'ai été sur Sherdog. Ouais, mais il marque. Ben, c'est pas grave. Okay. Mais il était pas dans l'UFC, là. Justement, il revient puis il a pogné Blachowicz en partant. Quand même, qui était top 5 là, à cette époque-là. Puis l'affaire, c'est que moi, ce que j'étais surpris, c'est qu'il a essayé d'amener ça au sol contre Blachowicz, là. Fait que, tu sais, c'était surprenant. Blachowicz, comme je t'ai dit, ceinture noire, il était bon. C'est un gars que, oui, il est striker, mais contre Ovince, j'ai comme l'impression qu'il y a une possibilité qu'il aille au sol. Ouais. Puis en plus, Ovince, il a quand même un bon takedown defense. C'est quand même c'est pas un lutteur, mais genre pour contrer les takedowns, il est quand même bon. Puis genre grappling debout, peut-être pas pour shooter dans les jambes, là, mettons, là, mais tu sais, comme de la lutte, mettons, genre juste belly to belly, il se débrouille quand même bien. En clinch sur la ceinture. Ben, tu sais, on reconnaît tout son fameux Von Flue choke. Puis il est ceinture brune en jiu-jitsu quand même. Puis, non, c'est pas lui, ok, je m'étais trompé. Non, c'est ça, je l'ai pas trouvé son background. Il est ceinture brune, mais je pensais qu'il était au 10th Planet Jiu-Jitsu, qui était ceinture brune. Non, c'est ça, c'est un autre. T'as vu le même, ok, c'est ça. Mais il vient du gym aussi, Knoxville MMA, que j'ai été voir la page juste pour voir un peu qu'est-ce qui se donne dans ce gym-là. Puis principalement, c'était du kickboxing puis du jiu-jitsu dans ce gym-là. Évidemment, ça veut-tu dire qu'il n'y a pas eu de lutte? Non, là. Mais...
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte dans ce gym-là ou quoi que ce soit, mais son gym se concentre principalement là-dessus. Puis Ovin Saint-Preux, on pourrait dire même que c'est principalement un kickboxer aussi. Plutôt, on le reconnaît plus pour des combats debout, tu sais. Ouais. Fait que ça. Puis en plus, qui frappe très fort. Tu sais, aussi, parce que la question va être, est-ce que Krylov va être capable de pouvoir utiliser son arsenal, de pouvoir tourner autour, de se battre à distance, de pouvoir juste y aller avec les points techniquement? Est-ce qu'il va être capable de ça contre Saint-Preux? Parce que Saint-Preux, des fois aussi, il a tendance à baisser au niveau du cardio, tu sais. Oui, exact, oui. Puis j'ai regardé quelque chose. Moi, j'ai sorti, je l'ai pas fait pour tous les combats, mais certaines stats là, que je trouvais importantes au niveau des frappes significatives, mettons, par minute. C'est 2,6 pour Ovin Saint-Preux, puis 5,59 pour Nikita Krylov. Fait qu'on voit déjà qu'il prend son temps. Ovin Saint-Preux, mettons sur papier, là, on s'entend. 43% de réussite pour Ovin Saint-Preux, puis 58% pour Nikita Krylov. Fait que plus actif, plus successful aussi. Au niveau de ce qu'il encaisse, Ovin Saint-Preux encaisse plus que Nikita aussi. Fait que d'après c'est possible que Nikita l'amène au sol. Moi, je le verrais bien arriver. En plus, le takedown defense d'Ovin Saint-Preux, c'est 60% à peu près. Mais ce que je vois, c'est que probablement que Krylov va juste pousser le pace. S'il reste debout, je parle. Il va sûrement pousser le pace au point où est-ce qu'Ovin Saint-Preux sera pas capable de le suivre, puis son cardio non plus sera pas capable de le suivre. Fait que c'est les deux options dans ma tête à moi de qu'est-ce qui peut se passer. Soit on s'en va au sol, soit Nikita reste debout, push le pace. Mais il peut faire des erreurs en pushant le pace, puis c'est là qu'il peut payer aussi, tu sais. Ouais, exactement. Ben, la question est à savoir, selon toi, est-ce que Ovins va être capable de pouvoir répondre? Parce que, tu sais, Krylov, comme tu l'as dit, c'est un gars qui pousse beaucoup vers l'avant. C'est un gars qui provoque l'action. Selon toi, est-ce que Ovins va être capable de répondre à ça ou il va se faire overwhelmer? Je pense qu'il va... Je pense ça va se passer en début de round, en fait, pour Saint-Preux. S'il est capable de placer un bon coup qui peut rocker un petit peu Krylov, là, ça va lui donner deux choix à Krylov. Soit de recommencer à reculer pour reprendre ses esprits, ou continuer d'avancer, ce qui serait probablement une erreur contre un gars de 205 livres qui est capable de knocker. Là. Ou bien il va aller au sol à ce moment-là. Puis là, rendu au sol, Ovin Saint-Preux va commencer à perdre son cardio, etc. S'il est capable de l'amener au sol. Il faut qu'il soit capable de l'amener au sol encore. Fait parce qu'en plus, Krylov, j'ai checké ses takedown accuracy, puis c'était pas off the charts. Là. Pas en tout. Là. Fait que... souvent, du moins si je me fie contre Blachowicz, j'ai l'impression que c'est quand il réussit à avoir une distance avec son striking qui va pour le single leg. D'un autre côté, l'affaire, c'est que j'ai pas l'impression que le style habituel de Krylov, on va le voir contre Saint-Preux, c'est-à-dire que pusher le pace, d'essayer de faire faire plusieurs coups. Je pense qu'il va être beaucoup plus soucieux. Je pense que le premier round, ça va être genre le fameux combat plate qu'on voit des fois où il n'y a pas beaucoup de coups qui sont lancés. Oui, ok, je comprends. Je suis d'accord, ça ressemble à ça un peu. Là. Ouais, c'est possible. Il faut faire attention quand même parce que Saint-Preux a quand même des bons kicks puis il a les mains lourdes, là, mais c'est pas le meilleur non plus. Là. Non, c'est sûr. Toi, tu le vois comment le combat? Honnêtement, je sais pas, c'est dur à dire. J'ai tellement pas d'intérêt, pour être honnête, pour ce combat-là. Là, pour vrai, là. Mais honnêtement, c'est dur à dire. Je pense qu'il n'a pas encore affronté personne nécessairement au niveau de Ovins, mettons, genre côté striking, puis qui gagne fort, puis ouais, c'est ça. J'ai comme l'impression que Ovins va partir avec la victoire, mais en même temps, c'est dur à dire, il est pas constant, puis... Mais en même temps, Ovins, il a l'expérience de son bord, affronter tous les gros noms de la division quand même, ou à peu près, il s'est déjà battu contre Jones, il a quand même pas si mal paru pour contre John Jones, c'était pas... Mais John Jones revenait quand même. Ouais, non, clairement, il revenait, là. Mais ouais, lui aussi, il revenait d'une défaite, puis ouais... Non, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, si je fais ma prédiction, je vais y aller avec puis sans cash pour OSP. Ah ouais, ok. Moi, personnellement, j'ai un petit peu de misère à prédire exactement comment ça va se finir. Je le donnerais à Krylov juste à cause que Saint-Preux a tendance à prendre son temps. Puis la raison, c'est son cardio. Puis Krylov, lui, push le pace.
A20 Saint-Preux, son temps moyen de combat, c'est 9 minutes 26 là, en tout là, pour une trentaine de combats. Fait que genre, tu sais, c'est un gars qui prend quand même son temps puis tout ça. Ouais. Fait que je me dis, à moins qu'il change de style, mais ça serait même pas à son avantage de changer de style parce qu'au niveau du cardio, à moins qu'il ait changé son training, là, non, moi je vois pas comment ça pourrait être vraiment avantageux pour Saint-Preux. Fait que je vais le donner à Krylov, mais ça va être Krylov des deux côtés tout court. Ouais, parce que je saurais pas comment. Moi, tu vois, j'ai été. Merci. J'ai été dans le plus safe possible. J'ai pris avec cash OSP puis sans cash Krylov. Ah, ok. Parfait. Bon, ben maintenant, on est déjà rendu avec Alan Jouban. Oh oui, le beau gars. Et versus Dwight. Ben en fait, genre, c'est son nom de famille, Dwight. L'aviez-vous déjà vu se battre avant? Est-ce que vous aviez nodé ce gars-là avant? Dwight Grant? Non, moi non plus. Pour vrai, moi, je suis quand même hype pour ce fight-là. Pour vrai, d'après moi, ça va être un bon combat. Ouais, moi aussi. Ouais. Oh, ben, man, moi, quand j'ai regardé les combats de Dwight, j'ai dû aller les vérifier. Il frappe fort, surtout de la droite. Ouais. Il y a un style vraiment wild, mais quand il lance des coups, sa protection tombe totalement. Ouais, mais il est souvent en mode counter. Par exemple, tu sais, souvent, mettons, quand il va envoyer un crochet de comme c'est parce qu'il va avoir catché un kick ou genre, il va avoir comme slip un kick, puis alors ça, c'est là qu'il va arriver, puis il va attaquer, mettons. Fait que, oui, il baisse sa garde quand il counter, mais il a vraiment beaucoup de puissance, puis il time bien ses affaires, par exemple. Que j'ai trouvé, en tout cas. Ah ouais, OK. Moi, je le trouvais pas vraiment très précis. Même. Non? Non. Ben, mettons, s'il fait un counter, parce que moi, de ce que j'ai vu, oui, en fait, il counterait. Quand il pourchasse l'adversaire, quand il va faire une montée ou une lancée, je trouve que là, c'est un peu n'importe quoi. Là. Il suffit juste de quelqu'un qui est capable d'avoir un excellent arsenal. Ouais. Qu'il peut se faire. Il peut pas jouer ça comme ça. Puis là, justement, tu as un gars d'Alan Jouban qui a vraiment un meilleur attirail puis vraiment plus large que Dwight. Hey, ses body kicks, mon gars, ils ont-tu l'air à faire mal rien qu'un peu? Ben, tout, man. Genre, vraiment, là, ce gars-là, il a vraiment tout là, au niveau de l'arsenal des coups. En plus, il est ceinture brune, justement, comme au 10 Planet Jiu-Jitsu, puis sous Eddie Bravo. Oui. Sauf que le seul point que j'ai vu avec Alan Jouban qui ne joue pas en sa faveur, c'est qu'il s'est pas battu depuis 1 an. Ouais. Ah, je l'avais pas vu ça. Okay. Le pays, c'est bizarre. Il a commencé quand même sur le tard. Il a commencé à pratiquer le Muay Thai à 23 ans. Puis il a fait son premier combat en amateur à 28 ans en 2010. Ouais, ben il a 37 ans. Là, non, ouais. Ça fait 9 ans qu'il se bat. Là. Ouais, puis même, ça fait très longtemps, j'ai vu qu'il faisait du Muay Thai depuis comme 2005 à peu près, qu'il a commencé à faire du Muay Thai. Mais tu sais, il compétitionnait pas, là. Il compétitionnait pas, là, il pratiquait, là. Oui, c'est ça, exact. Ouais, non, pas en termes de compétition, là. Mais il a commencé quand même... Vraiment, c'est impressionnant. C'est comme le gars qui prouve le contraire. Chris, il fait son premier combat amateur à 28, puis genre, le gars, c'est une astine machine. Ah oui. Puis même, si on regarde ces highlights, parce que j'ai regardé un petit peu les victoires qui marquantes, mettons, les deux côtés. Dwight Grant, il n'y en a pas. T'en trouves pas vraiment de trucs marquants là, à ce niveau-là. Pour Jouban, dans ses derniers combats, là, je dirais, plus ou moins rapproché. On a Ben Saunders qui a knocké, puis Mike Perry par décision aussi. Fait que si tu regardes un style comme Mike Perry, pour le comparer peut-être avec un Dwight Grant, c'est intéressant. Ouais. Mais il y a une affaire qui est bien importante au niveau des chiffres que j'ai trouvé, c'est le reach de Dwight Grant contre celui de Jouban. Dwight Grant à 170, un reach de 78 pouces. Explique-moi ça, là. Moi, j'ai 78 pouces, là, on dirait quasiment Neil Magny, genre dans ce style de reach là. Il est pas super grand, mais j'avais noté moi avec. Mais il est plus grand en plus que Jouban. Il est 6 pieds 1, Jouban 6 pieds. Puis Jouban, lui, son reach est 73,5. Fait que la différence de reach est vraiment importante. Ben, surtout que, mettons, tu mets que probablement... Puis en plus, souvent, ces crochets, ils envoient large puis long. Ouais. Puis il y a de la puissance en crise. Ouais. Fait que si tu mets que l'autre peut être à distance de kick, il envoie un body kick, puis s'il est capable de le bloquer, il peut quand même aller le pogner avec un crochet de la main arrière, genre, parce qu'il y a assez de reach pour couper la distance que l'autre crée avec ses jambes. Là. Ouais, ça peut être dangereux. Oui, définitivement. En plus, il se bat super bas, puis il y a une garde vraiment super fermée, à part, comme tu dis, quand il counter. Ouais, mais tu vois, Jouban, ça veut dire qu'il va utiliser plus ses jambes. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas le choix. Là.
Il n'y a pas le choix, mais en même temps, vu que c'est un gars de Muay Thai, moi, si je serais dans le coin à Dwight Grant, honnêtement, je mettrais plus de pression dessus parce qu'un gars de Muay Thai, souvent, quand il a ses talons, tu l'as vu souvent avec du monde comme des. Comment il s'appelle le gars qui s'est battu la semaine passée contre Justin Gaethje? Barboza. Barboza, ouais, tu le vois. Aussitôt que quelqu'un met de la pression dessus, il est comme un peu. En reculant, c'est difficile d'envoyer des kicks quand tu es ses talons. C'est un bon exemple, surtout quand c'est. Quand on parle de lui, là, je veux dire, c'est un kickboxer phénoménal. Là. Ouais. Oui, c'est clair. Sauf que Joe Ben a quand même pas mal d'outils, lui, dans son jeu. Là. S'il arrive quelque chose, il va pouvoir s'ajuster aussi. Là. C'est là où est-ce que ça s'effrite un peu pour Dwight Grant. Là. Ouais. Par contre, il y a une chose qu'on peut dire, contrairement à OSP et Krylov, c'est intéressant. Ouais, vraiment. Oui. L'autre combat, j'en ai rien à chier. Je regardais des highlights puis des combats. J'étais comme, man, Chris. Particulièrement à Krylov, là, j'ai regardé 2 fights puis des highlights puis c'était pénible, là, mon gars. Là. Pour vrai, en tout cas, on viendra pas sur Krylov, là, mais c'est sûr et certain que quand tu regardes Juban, tu regardes ses highlights, tu te dis, ok, ça va être intéressant. Ouais. Mais l'affaire, c'est que vu que Dwight, il frappe tellement fort, tu sais, ça réduit tout le temps l'espèce showmanship. Là, je pense que ça réduit tout le temps, ça. Parce que les gars, ils redoutent tellement de se faire knocker. C'est sûr. Fait que je sais pas si... Surtout qu'en plus, le gars, c'est un counter. Là. Il va pas se permettre d'envoyer les kicks s'il est pas sûr. Mais par exemple, il est vraiment bon pour ça, genre Juban, d'avancer sur le gars, puis de le faire couper, mettons d'envoyer un coup pour qu'il coupe dans un angle, puis envoyer un body kick. Puis à toutes les fois, tu vois la personne qui plie en deux, mon gars, quasiment. Là. Genre, ces body kicks ont l'air à faire mal. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je vois le combat. Là. Il y a plein d'avenues là, différentes, on s'entend. Là. Il peut y avoir un knockout de Dwight Grant bien rapidement. Mais pour Joe Ben, j'ai l'impression qu'il va juste le kicker jusqu'à la mort. C'est ça, il va se tenir à l'extérieur, il va le kicker dans les jambes puis au corps pendant tout le premier round puis le deuxième round. C'est ça, les 2 scénarios les plus probables pour moi, puis c'est ce que j'avais marqué, c'est Joe Ben décision ou Dwight KO. Ouais, possiblement. Ou même possiblement un KO de Joe Ben s'il arrive à tellement rentrer ses body kicks puis à l'essouffler l'autre puis etc. Au 3e, ouais, rendu au 2e ou au 3e, là le tableau va commencer à se dessiner comme faux si Dwight Grant l'a pas knocké avant ou même si Joe Ben l'a pas knocké. Grant aussi là, avec de quoi de spécial, tu sais, où ça pourrait arriver aussi là. Mais dans les probabilités, parce que l'affaire c'est que comme tu viens d'expliquer, tu prends déjà la base du fait que ce gars-là il a un Christy de reach. Ce gars-là, il est counter-puncher, Dwight. Que là, dans ce cas-ci, ça va être à l'autre de pousser l'action. Qui va devoir utiliser les pieds, rentrer, sortir de pocket. Je pense pas que ça va être genre tant que ça flamboyant. Puis je pense que il suffit genre juste d'un gros coup que Juban reçoit, que ça peut faire en sorte soit qu'il est ébranlé, puis qu'il peut être knocké, ou soit qu'il va se dire « Oh, faut que je sois vraiment prudent. » Fait que ça va ralentir. Fait que pour moi, mes 2 prédictions ont été sans cash, ça a été Juban décision. OK. Puis cash, ça a été Juban. OK. Personnellement, écoute, c'est un combat qui est intéressant. C'est un combat qui n'est pas nécessairement facile à prédire, là. Mais moi, je vais y aller pour la surprise avec Dwight Grant pour... on va mettre Dwight Grant pour... c'est-à-dire sans cash, ça va être Dwight Grant KO. Puis sans cash, ça va être... avec cash, ça va être juste Dwight Grant. Ouais, à cause de l'avantage de reach, je pense que ça pourrait l'aider à aller chercher son knockout qu'il a besoin dans le début de combat. Moi, c'était le seul combat des 5 qu'on avait analysé que j'avais pas encore décidé. Puis là, j'ai fait mon choix. J'ai pogné Dwight Grant KO les 2. Les 2? Les 2, ouais. OK. Je pense que honnêtement, pour la raison qu'il peut le counter, puis avec justement l'avantage de reach, être capable de le knocker, ou s'il met de la pression dessus, je pense que ça pourrait vraiment changer la game. Fait que je pense que vu qu'il y a comme une coupe de trucs dans ses poches qui pourraient le faire gagner, juste pour tes probabilités, j'irai avec lui. OK. Mais ça me briserait le cœur parce que j'aime beaucoup l'autre aussi. Là. Je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans ce combat-là. Mais en tout cas, moi, je vais avec ça. Ouais. Sinon, ça risque d'être un esti de bon combat, je pense. Oui, je pense que oui. C'est souvent ça, hein, avec ce genre de combat-là. Puis sinon, on arrive avec quand même un
qu'on peut quand même espérer d'un Slobber Knocker Fest. Ouais. Anders versus Roundtree Jr. Ouais. Pour vrai, là, tu vois, moi, genre, j'ai déjà en partant, là, j'ai analysé vite, puis avec la mémoire, je me suis dit, écoute, la question c'est, est-ce que Roundtree va éviter le takedown? Puis est-ce que Anders va se faire malmener avant? Ouais. C'est vraiment les deux premières questions, parce que Roundtree, il a 50% de takedown defense. Puis Anders, c'est un gars qui est capable, oui, debout, mais qui contre un gars contre Roundtree, je pense qu'il va aller chercher le ground and pound. Puis c'est surtout là qu'il est à l'aise. Fait que c'est vraiment ça la question, moi, je trouve. C'est là que se joue le combat. Mais en même temps, Anders, ses jours sont comptés avec le UFC. Là. J'ai regardé sa fiche, là, il a perdu 3 de ses 4 derniers combats. Là, dont contre Lyoto Machida. Là. En 2018, Chris. Ce qui l'aide pas, en plus, Anders, je trouve, c'est vraiment le fait qu'il monte puis il descend de poids. Beaucoup. Ouais. Ben, il passe de middle à light heavy, à light... Comme tu vois, là, c'est un combat light heavyweight. Ouais. Mais il était middle juste avant. Ouais. Puis il s'est fait... Juste avant, il est monté light heavyweight contre Thiago Santos. Puis l'autre combat d'avant, il était middle. Fait qu'en 4 combats, il était 2 fois light heavyweight puis middle. Fait qu'il monte puis il descend de catégorie de poids. Je sais pas si c'est parce que c'est des combats qui sont payants, mais clairement, contre Khalil Roundtree, ça doit pas être le combat le plus payant, Asti. Non, c'est sûr. Mais comment, es-tu... parce que j'ai pas sa fiche light heavy. Ça serait intéressant à voir. Mettons, pouvoir les... Je pense qu'il est comparer. 1-1, ok. Il n'y a pas énormément de combats à light heavy. Non. Hein? Ok. 2 combats. Je pense que la défaite, c'est contre Thiago Santos, puis la victoire, je me souviens plus. Puis avant ça, je pense qu'en plus, il y a juste 3 défaites. Si je me trompe pas, là. Il y a 11-3. Ouais, fait que dans le fond, c'est juste dans les 4 derniers combats, il a perdu beaucoup, mais avant ça, il était tout le temps sur une streak de victoire. Dans ses pertes, 1 knockout puis 2 décisions. Ouais. Fait que c'est fait knocker une fois en... C'est Santos. Ouais, Santos. Puis c'est parce qu'il n'y avait plus aussi de cardio. Ah oui, contre Santos. Oui, je me rappelle de ce combat-là. Très beau combat. Oui. J'ai même regardé son dernier combat contre Elias Theodorou, puis Asti qui faisait rien à part avoir le contrôle de l'octogone. Il mettait de la pression dessus, il était en avant, puis tu sais, oui, il était imposant, mais il frappait quasiment pas. Il se passait quasiment rien. Ouais, puis Roundtree, dans ses 5 derniers combats, c'est pas si mal. Là. Il a perdu 4 fois, mais il y en a un qui c'est un no contest à cause qu'ils ont trouvé des substances. Puis... c'est-à-dire, non, excuse-moi, il a gagné 3 fois, il a perdu 2 fois, mais là, c'est ça. Il y a une des 2 fois qu'il y en a un qui était drugged up. Puis dans ses victoires, j'ai juste analysé sa fiche. Il est 7-3, fait que c'est un peu on par. Mais dans ses 5 derniers combats, c'est ça. Il y en a un no contest. Fait que, en tout cas, il y a 5 wins qui sont par knockout, 2 par décision, puis dans ses pertes, c'est 1 par knockout, 1 par soumission, puis 1 par décision. Fait qu'on a l'embarras du choix, là. Si jamais il y a pas une grosse fiche. Mais il a gagné quand même. Il a knocké Gokhan Saki, ce qui est pas... ça, c'est quand même... Tabarnak, comme 1 minute et demie, je pense. Genre. Oui, ça, c'est un boxeur Gokhan Saki. Knockout sur Gokhan Saki, c'est pas nécessairement facile à aller chercher, là, on s'entend. Non, mais il y a un sale direct, ce gars-là, pour vrai. Là. Genre, c'est probablement son arsenal le plus puissant. Là. Il a quand même une très bonne boxe aussi, là. Puis j'ai remarqué aussi que même mettons, quand il est ses talons, là, parce que je sais qu'Eric Anders met souvent de la pression, là, j'ai regardé des fights, même quand il est ses talons puis qu'il recule un peu, il est capable quand même d'arrêter de manier de se ground des pieds puis d'attaquer, genre. Fait que ça sera pas un élément qui va nécessairement le sortir de sa game, le fait que l'autre mette de la pression dessus, sauf le takedown. C'est la seule question, c'est le takedown, parce qu'il y a vraiment pas un bon takedown defense. Je pense que c'est là que ça va jouer. 50%, là, justement, c'est quand tu parlais de Johnny Walker, il y a eu 2 mises au sol par Johnny Walker. Là. Fait que, puis Johnny Walker qui a une Christie de fiche, mais qui n'est pas reconnu comme un lutteur. C'est ça. Exact. Ben ça en dit long, là, parce que d'après moi, Eric Anders, ça va être ça. Surtout que là, il faut qu'il sécurise les victoires. Il faut qu'il y ait de quoi qui se passe pour Anders. Il faut qu'il se revire de bord, il faut qu'il y ait de quoi. Là. Je vois pas pourquoi il resterait debout avec Khalil Roundtree, en fait. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Non. À moins qu'ils soient pas capables de l'amener au sol, mais comme on a vu, c'est pas si difficile que ça, là, entre guillemets. Mais tu vois, regarde, c'est ça qu'il a essayé de faire contre Thiago Santos tout le long. C'est pour ça qu'il s'est épuisé. Ouais. Écoute, c'est ça l'affaire. S'il est capable de l'amener au sol, Anders, ben là, on va voir un smooth sailing pour Anders. Là. Ça va bien aller. Mais s'il n'est pas capable de l'amener au sol, il va
complètement... En plus, son cardio, il risque d'être bizarre, là, parce qu'il arrête pas de bouger de poids de même. Ça paraît. Fait que, en plus de ça, son cardio... Fait que, je veux dire, ça va se passer dans le premier round. On va voir rapidement les stratégies de chacun. Kellen Roundtree risque d'être juste, on reste debout, puis si je serais lui, moi, je sais pas, là, j'irais tout de suite pour, tu be first, là. Tu sais, genre, tu mets de la pression dessus, puis tu le cognes, là. Ouais. Sortir de sa game. Le gars, il a perdu 3 de ses 4 derniers combats, là. Ouais. Clairement, tu peux le faire sortir de sa game assez rapidement si tu le connectes une couple de fois dans la face, là. Ouais. Moi, je pense que Anders va probablement se précipiter pour le takedown. Et j'ai l'impression que Roundtree va être capable de résister pour la seule et bonne raison que il est pas. Tu sais, si nous autres on en parle autour d'une table à Sainte-Julie, là. Je pense que Roundtree est très au courant. Là. Ouais, c'est ça. Puis l'affaire, c'est qu'il doit écouter notre podcast, c'est sûr. On le salue d'ailleurs. Khalil! Salut Khalil! Khalil, motherfucker! Je vous souhaite mes hommages, monsieur Arbreron. Mais, fait que, non, c'est ça. Mais moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pogné cash et sans cash. Roundtree, puis sans cash, j'ai marqué Roundtree KO. Ouais, j'ai marqué exactement la même chose. La même chose? Ouais. Moi, je vais mettre... OK, vous faites... Parce que... Écoute, moi, je vais y aller avec... de base, je vais y aller avec... Anders pour les deux de bas. Ah ouais? OK, au début, tu vas aller chercher des points. Là. Ouais, au début, je voulais mettre Roundtree. Ouais. Mais en même temps, dépendamment de ce qui se passe, ça peut changer rapidement. Là. Bon, c'est pas fou, là, comme on l'a expliqué, là, Anders. Ouais. Mais c'est sûr, sur mes bets personnelles, mises au jeu, je vous le dis, probablement que je vais y aller avec, mettons, Khalil Roundtree par KO, si j'ai à faire des bets singuliers, là, juste un bet à la fois. Mais Eric Anders... Là, à cause qu'on est dans l'aventure de... C'est ça. Là, il faut être un petit peu stratégique, mais en même temps, j'y crois aussi. Anders pourrait réussir, là, aussi. Fait que c'est surtout c'est à 205, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ben moi, dans mes bets personnels, je t'avoue que c'est pas un bet que je parierais. Là, ouais, c'est ça. Tu vois, même Jouban, tu sais, comme moi, dans mes bets personnels, je parierais Jouban, mais ce serait pas un lead. Ouais, c'est ça. Puis, genre, même que je parierais Jouban décision, parce que je vois pas... C'est possible un knockout de Jouban, mais ça m'étonnerait. Ouais. Puis Saint-Preux, Krylov... c'est parce que je pense que le plus dur, ça va être de le regarder pour voir si j'ai gagné. Ouais, mais c'est ça parce que... c'est clair. Ouais, mais parce que c'est tellement des combats où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas... comment je dirais, qui sont pas... tout le temps pareil là, dans leurs fiches. Ça bouge beaucoup, les victoires, les défaites, surtout dans les derniers temps. C'est ça, les premiers combats. C'est du monde de 3-2 dans les 5 derniers combats, à peu près tout le monde. Fait que, à part Dwight Grant, là, qui est 4-1, là, mais sans ça bouge le même. Fait que c'est comme, bon, OK. Ben, tu vois que moi, quasiment toute la carte, honnêtement, là, j'aurais de la misère à mettre mon argent pour faire comme, OK, ça, là, je suis vraiment confiant. Ouais. Toute la main card, effectivement. Ouais. Ben, il y en a un, je suis plus confiant que les autres. Ouais. Est-ce qu'il s'en vient? Il s'en vient, oui. Oh tabarnak! Mais c'est pas le prochain combat. Ah OK. Non. Mais, par exemple, abordons-le à Adesanya contre Kevin Gastelum. Oui. Je suis vraiment content. Ouais. J'ai été probablement super surpris d'apprendre que Kelvin Gastelum accepte ce combat-là. Parce qu'il y avait déjà un combat de Sidney contre Whittaker avant que Whittaker... C'était un problème d'intestin qu'il y avait eu, je crois. Ouais. En tout cas, non, c'était une hernie. Une hernie. Ouais. En tout cas, sinon, tu sais, normalement, le monde, en général, ils attendent juste leur place pour avoir un autre title fight. Lui qui accepte ce combat-là, qui est quand même un combat dangereux, là, on va se le dire. Là. Très. Ouais. Très. Il va pogner pas mal le top of the food chain de sa catégorie de poids. Ouais. Puis pour peut-être avoir la même affaire, un title shot. Ouais. Mais je pense qu'il va être sharp encore parce qu'il y en a qui attendent tellement trop longtemps puis ils veulent tellement trop leur place. Puis de toute façon, c'est sûr et certain que même s'il est champion, parce que oui, il va avoir une ceinture, il va l'affronter à Adesanya. Mais c'est sûr et certain qu'il n'y a pas le shot of the title pour le title. Mais d'ailleurs, vous en pensez quoi à date, outre le match-up là, des deux opposants, puis qu'est-ce qui va, selon vous, va être plus d'un penchant, plus d'un autre? Moi, Kelvin Gastelum, je l'aime beaucoup personnellement. Là, c'est un super bon striker, Kung fort, puis il y a aussi une hostie de lutte de feu qui pourrait jouer en sa faveur. Là. Ben il y aura pas une manée dans le combat. Même si son plan de match, c'est de ne pas aller au sol, mettons que c'est ça son idée.
il n'aurait pas le choix de mener d'y aller. Non, je sais. C'est sûr qu'une manière, il n'aura pas le choix de le faire. Mais tu sais, il est déjà important contre Whittaker que je pense que Whittaker a un striking plus efficace que Gastelum. Genre, il avait déjà pas l'air de vouloir amener ça au sol. Il avait l'air de vouloir vraiment montrer à tout le monde. Tu sais, des fois, il y a du monde qui veulent juste vraiment prouver je suis meilleur striker que lui, je le sais. Ouais. Je veux que vous autres aussi le sachiez. Genre. Ouais. En même temps, tout ce qu'il connaît de la lutte n'a pas disparu non plus. Là. Fait que si jamais il y a besoin que le premier round, ça va pas bien. Ouais. Ah, puis aussi, moi, je trouve là, un combat, mettons, comparatif, là, ça me fait penser beaucoup au combat MVP contre Paul Daly. Justement, le match-up des deux, genre, jusqu'à... Bon, pas exact, là, mais en termes de match-up, puis de style, puis tout ça, genre, j'ai l'impression que ce que Paul Daly avait à faire dans son combat, c'est la même affaire que Kevin Gastelum a à faire dans ce combat-ci. Ah, au niveau de la stratégie. La stratégie, okay. Peut-être pas d'attendre, puis d'être le counter, là, tu sais, puis d'attendre sur la clôture, là, je pense que il va être plus dans l'action que... Mais pour ce qui est des 2 derniers rounds contre MVP, là, quand il essayait d'amener ça au sol puis essayait de ground pounder, là, c'est sûr et certain que, écoute, c'est là qu'il y a l'avantage pour Gastelum, mais en même temps, moi, j'ai pas l'impression qu'il va réussir à amener Adesanya au sol. Tu penses pas? Non. Si c'est le cas, ça va être dans les late rounds. Ben, tu sais, ça va être il y a 3 rounds, là, ce combat-là, fait que... Hein? Il y a 3 rounds? Ben, c'est pour l'intérim. Oui, c'est pour l'intérim. Mais ça serait 5 rounds? C'est 5 rounds de base, c'est intérim. Oui, c'est pour l'intérim. Ok, je savais pas que c'est pour l'intérim. Je pensais qu'il y avait 3 rounds pour moi. Je suis comme, ben là, Chris. Ben, dans ce cas-ci, si c'est pour l'intérim, ça veut dire que ça serait dans les derniers rounds, ce serait beaucoup plus possible. Puis ça va dépendre de comment... Mais la fois, c'est qu'Adesanya, il gère tellement bien son énergie, il gère tellement bien son cardio. Il frappe pas pour rien en crise. Non, puis non seulement ça, mais tu sais, comme même contre... à date de tout ce qu'on a vu des combats, même quand il a commencé, quand c'était en décision, il était pas crevé à la fin, il était pas à bout de souffle, il était pas à terre, il était capable de continuer encore. Fait que ça va être difficile pour Gastelum, là. Moi, ça va être difficile. En striking, en tout cas, ça va être... Même d'amener au sol, j'ai de la misère à voir Gastelum amener au sol. Mais en même temps, il y a du power knockout en crise dans ses mains aussi. Gastelum? Gastelum, ouais. Ben oui, c'est sûr. Ça pourrait arriver aussi qu'il rentre un bon direct, qu'il soit rocké un peu, puis là, ça serait facile. Mais il faut qu'il se rende. S'il l'amène au sol, je pense pas qu'il se relève avant la fin du round. Non, ça, c'est sûr. Mais il faut qu'il se rende. Puis là, c'est là où est-ce que je vais en venir avec les chiffres qu'on a ici. Gastelum est 5 pieds 9. Adesanya est 6 pieds 4. Le reach, c'est 71,5 pour Gastelum, puis 80 pour Adesanya. Fait qu'il faut qu'il se rende. Ouais, mais je vois comme un petit Daniel Cormier, moi. Genre, tu sais, pourquoi il fonce, il est capable probablement de rentrer dans le pocket, mais il va payer cher en tabarnak. C'est sûr, ça va son billet de visite, ça va coûter cher au minimum. Tu vois, moi, le meilleur match-up, c'est UFC 200 comme en comparatif. Cormier contre Silva. Oui. Puis tu vois, Cormier, il a essayé d'amener ça au sol parce qu'il s'est dit « There's no fucking way je reste en face de ce gars-là. » C'est exactement ce qu'il a dit. Puis moi, je crois que c'est ce qu'il va essayer. C'est ce qu'il faudrait qu'il essaye, mais en même temps... il n'y a pas le choix. Il serait cave, là, pour vrai. Parce que, gars, le problème, c'est que, genre, tu sais, quand il a commencé dans Ultimate Fighter, c'était un lutteur. Il avait genre 21 ans, puis genre... Je vais pas dire de merde, là... Je pense que c'était pas champion de la NCAA ou de que de même. Je suis pas certain, mais en ce que je sais qu'il y a une crise de lutte, ce gars-là, puis il s'en servait beaucoup, puis maintenant il a fini par knocker quelqu'un, puis il est tombé en amour avec son gros direct. Là, on dirait qu'il c'est un striker correct, là, mais là, on dirait qu'il pense que c'est un striker puis c'est pas un lutteur. Fait que j'ai comme peur qu'il arrive puis qu'il arrive pas avec cette stratégie-là, mais en même temps, ce serait complètement stupide contre un gars c'est genre un des strikers, c'est clairement le striker le plus spectaculaire qu'il y a à ce poids-là, là, on s'entend. Oh ouais, puis non seulement ça, c'est que tu vois, un autre match-up qui pourrait peut-être y ressembler un peu, mais qui n'a pas la même capacité de take-down defense, ça a été contre, la finale là, justement de Ultimate Fighter, là, c'était contre... oui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Uriah Hall. Uriah Hall. Ouais. Tu sais, fait que Uriah Hall, il est excitant, il est le fun à regarder, mais je pense pas qu'il y a... Tu sais, c'est parce que je pense qu'on confond des fois l'aspect flashiness du striking à la précision puis l'arsenal. Non, je suis d'accord. Puis Adesanya, je pense qu'il y a vraiment un meilleur arsenal, mais ça se ressemblerait encore. Mais il est vraiment plus sauf précis. qu'il est vraiment plus précis, il est vraiment meilleur avec les déplacements. Non seulement ça, son takedown. Il y a personne qui a été capable d'amener Adesanya au sol.
Mais en même temps, il a pas à pogner des lutteurs comme Calvin, par exemple. Ben, qu'est-ce qu'il a pogné à date pour le fun? Moi, je serais quand même curieux. Je l'ai ici. Je serais quand même curieux de savoir. Mais il n'y a pas une fiche, en passant à Gastelum, il n'y a pas de fiche collégiale de lutte, là. NCAA ou quoi que ce soit. Non. Ah, mais peut-être pas sur le site que t'as, mais... mais par exemple, je me rappelais plus de ça, mais je viens d'allumer. Il y a aussi un black belt de Jiu-Jitsu, Gastelum, qui vient du Ten Planet. Mais pas Eddie Bravo, c'est Brian Beaumont. OK. Ouais, dans le fond, le plus gros nom qu'il a pogné, à part Anderson Silva, c'est Derek Brunson. Ouais. Il a pogné sa avancée de Bradley Tavares, Marvin Vettori, Rob Wilkinson. Vettori, c'est pas mauvais, mais c'est plus un striker. Ouais. Mais non, il a pas vraiment pogné Melvin Gillard, OK? Mais ouais, Chris. Tabarnak, ouais, mais c'est dans genre Australian Fighting Championship. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, comme même contre Derek Bronson, qui est vraiment pas un mauvais lutteur, mais qui a pas le même striking que Gastelum, qui a pas le même la même, je te dirais, le même, ben j'allais dire athlétisme, mais c'est pas vrai. Je pense qu'il est aussi qu'il a un aussi bon côté athlétique. Ouais. Mais Derek Bronson, je pense qu'il y a une moins bonne lutte que Gastelum, à mon avis, mais il n'y a pas le striking qui l'accompagne. Sauf que, encore une fois, moi je trouve que Phil, il y a un excellent argument du fait que ça va être extrêmement difficile de rentrer dans le pocket puis de closer la distance pour le single ou le double leg takedown. Puis surtout que juste un single ou un double, ça prend tellement d'énergie. Puis tu sais, il est là pour 5 rounds. Il va pas faire ça dans les premiers rounds. Ouais. S'il fait ça dans les premiers rounds, il peut le payer très cher. Là. Fait que moi, je donne même, tu sais, comme déjà en avance à Adesanya, les 2 premiers rounds, j'y donne. Ouais, ça, je pense que, on peut dire ça. D'après moi, la seule stratégie, puis je suis pas un stratège de MMA pantoute, mais que moi, je suis capable de voir là, avec mes yeux, c'est probablement que Gastelum va essayer d'étirer peut-être le combat, laisser Gastelum lancer des coups, etc., peut-être pendant 1, 2 ou peut-être 3 rounds pour après ça essayer de rentrer ses takedowns, etc. Mais ça va coûter tellement cher de faire ça qu'il va-tu y rester quoi que ce soit rendu là. Fait que c'est probablement pas ça sa stratégie non plus. Mais là, j'essaie de trouver une stratégie pour lui dans ma tête. Il va me surprendre. Tu fais un Khabib, là. Comment? Tu mets de la pression, tu avances vers lui, tu envoies des straight shots. Mais c'est ça. Jusqu'à temps qu'il soit sur le bord de la cage, puis tu le take down. Ouais, mais ce sera pas facile. Non, c'est sûr, ce sera pas facile. D'après moi, sa stratégie là, à Gastelum peut s'effriter rapidement. C'est juste ça que je veux dire. Parce que, mais il peut le knocker vite aussi, par exemple. Ça knock-out power en crise. Oui, c'est clair. Ça peut arriver ça aussi. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il faut se rappeler que c'est un combat de 185, c'est un combat de MMA. Tout peut arriver. Là. Mais j'ai l'impression que sa stratégie d'attaque, si elle fonctionne pas, il n'y a pas énormément d'options pour lui. Genre. Il n'y en a pas énormément. Fait que si ça marche pas, ça va être long en hostie. C'est juste ça que je veux dire. Fait que s'il arrive à l'amener au sol sur le premier takedown, là, on n'a pas le même combat pantoute. Là. Fait qu'il y a plusieurs affaires de même qui peuvent changer la donne. C'est le Rock aussi avec un premier coup de poing. Ça change la donne aussi. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est wild quand même. Là. C'est sûr. Puis j'avoue que l'aspect différence de reach peut faire que l'autre peut timer flying knee pendant qu'il essaie de faire un double leg. Ben oui. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui va probablement arriver ou bien qui va tenter. Moi, je pense pas, je l'aime, Calvin. Tu sais, genre, la distance qu'il y a à couper, puis toute la distance de danger là, qu'il y a à traverser pour se rendre à son objectif, ça va tellement coûter cher tout le temps de rentrer. Moi, c'est là où est-ce que je donne pas à Gastelum, mais encore là, il peut nous surprendre. Mais il va falloir qu'il nous surprenne pour gagner. Ouais, moi, c'est le même que je le vois. Tu dis quoi d'abord dans tes prédictions? Moi, dans mes prédictions, je vais mettre Adesanya. Adesanya, je suis pas prête à y donner nécessairement le KO. Pas nécessairement, parce que Gastelum, il a du cœur, puis même s'il mange une volée, il peut faire un bon bout quand même. Fait que je pense que je vais juste dire Adesanya les deux. Ah, tu vas t'en mordre les deux, mon chum. Ouais, je vais prendre Adesanya knockout les deux. Non, c'est pas vrai, je prends Gastelum les deux. Gastelum les deux? Ouais, je vais prendre Gastelum. Ok, ben ouais, mais ça se peut aussi.
Je l'aime, Gastelum. Comme dans le début du premier round, on va s'en rendre compte rapidement. Là, c'est peut-être une erreur, mais honnêtement, je l'aime beaucoup, Gastelum. Ben, ça fait une couple de fois là, que tu fais des long shots de même. Là. Ouais. Mais il pourrait y aller pour un long shot aussi. Ben, ça a été mais ça a été le cas quand il y avait voyons, Cyborg. Ouais, Amanda Nunes. Oui, exact. La dernière fois, j'avais pogné Gastelum, mais finalement, le combat avait pas eu lieu. Fait que là, c'est comme ma rédemption. Je pogne Gastelum encore. OK. Et là, ça va être la fois que je vais se faire péter, peut-être. Et ouais. Ben, on sait pas. On sait pas. Mais je l'aime beaucoup. Fait qu'au pire, je suis prêt à perdre des points. Bon, ben ouais, c'est ça, il est rendu rêche. Non, j'avoue, là, une année, je vais être rendu sur le bord de moi faire le strut. Puis là, je vais faire OK, tabarnak. Ben, moi, j'étais à 6 points de toi. Fait que juste ça, ce cas-là peut te faire perdre le lead. Ouais, non, je sais. Mais honnêtement, je vois vraiment Gastelum. Ouais, ça se pourrait aussi. Non, effectivement, c'est pas fou. Là. Puis justement, ben pour moi, le dernier combat qui reste sur la carte, pour moi... tu prends qui, toi? Moi, j'ai dit... OK, ouais, désolé. Moi, c'est Adesanya, les deux, mais sans prédiction, parce que ça peut être autant décision que knockout, à mon avis. Ouais. Donc, tu sais, c'est le soumet. Ah, mais... ça serait malade. Adesanya, soumission. Mon esti, je pense qu'à ta fête, man. Genre, je vais t'amener une pile de mise au jeu où ce que c'est juste tout les combats d'Adesanya qui est en soumission. Parce que la journée que ça serait arrivé, tu aurais fait « Ah, si tu pourras plus me le remettre en face, je vais avoir le billet dans ta face. » Puis sinon, c'est une excellente joke. Oh, man. C'est drôle, ça. C'est à cause de toi que j'ai perdu 20 pièces dans ma vie. Bon, fait que sinon, ben il y a le dernier combat qui est Holloway versus Dustin Poirier. Moi, sérieusement, c'était le plus évident de toute la gang. Ah oui, ouais. Puis c'est bizarrement, les deux se sont déjà battus avant. Ouais. Puis Poirier avait gagné. Ouais, mais c'était le premier combat à UFC en plus de Holloway, ouais. C'est pas... en tout cas, on s'entend. Mais il y a un aspect, par exemple, à ce combat-là qui me fait douter. C'est que là, ils se battent à 155 livres. Ouais. Il va falloir que Max Holloway se batte avec 10 livres en plus, puis qu'il fasse 5 rounds. C'est vrai. Mais il est reconnu pour son cardio, par exemple. Donc même s'il baisse un peu de phénoménal, il risque de tomber à extraordinaire, ce qui est très bon. Là, tu sais. Non, je veux bien, mais c'est parce que là, t'es pas habitué. T'es habitué de te battre avec 10 livres de moins. Genre, sur toi. Là. Ouais. C'est sûr et certain que ça peut faire une Christie différence. Là. Ouais. Ben, son training camp se passe tout le temps probablement à 155, par exemple. Il faut qu'il coupe pour être à 155. Mais il y a une différence entre quand tu fais du sparring dans une cage avec un casque, fait que t'es chum, puis t'as du fun, puis quand t'es genre dans la cage, puis c'est 5 rounds. Là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas la même chose. Moi, honnêtement, c'est l'aspect peut-être qui me fait un peu... Ben, c'est vrai que ça a joué sur... tu sais, c'était qu'il descendait de poids, mais ça a joué avec... J'avoue, non, ça fait plus une différence quand il descend, mais là, le problème, c'est qu'il y a aussi le fait que Dustin, il cognera pas comme le monde de 145 livres, là. Tu sais, je veux dire, oui, peut-être que Conor à 145 livres frappe peut-être à peu près à la même puissance que Dustin à 155, mais je pense pas que, mettons, Brian Ortega, il va cogner aussi fort que Dustin va cogner à 155 livres. J'ai une question pour toi. Est-ce que Conor était plus dangereux en étant featherweight ou lightweight? Lightweight, mais c'est parce que Conor, je pense pas, il avait l'air d'avoir le sida là, quand il coupait à 145. Fait que je pense que c'est ça l'affaire. Je pense que Max Holloway, lui, normalement, clairement, dans la vraie vie, il doit être 155 livres. Là. Mais le problème, je pense que c'est Dustin, je pense qu'il doit être plus gros normalement. C'est qu'il se battait à 145 livres quand il avait à peu près 22 ans. Genre. C'est ça, fait qu'il a pas eu le choix de monter de poids parce qu'il prend du poids avec l'âge. Je pense que c'est ça, oui. Mais tu vois, l'autre, même que je pense que c'est la transition logique qu'il veut faire de toute façon parce qu'il a déjà battu ce qu'il avait à battre. Ouais, non. Fait pour moi, c'est une transition qui va être logique. Ouais. Puis, mettons, on se dit là, que c'était featherweight. Pour moi, c'est sûr et certain que c'est pas Alvarez, mais Holloway. Ouais, moi aussi. Mais là, il monte de poids, effectivement. C'est le seul point d'interrogation. Puis, on n'a absolument rien sur quoi on peut se tenir pour savoir comment est-ce qu'il va gérer la prise de poids. Battu à ce poids-là. Non. Mais tu vois, moi, dans ma tête, je me dis encore une fois... parce que pour moi, physiquement, c'est comme il me fait penser à Conor. Tu parles de... Holloway? Holloway, ouais. Parce qu'il est plus ectomorphe que Conor,
Mais quand Conor a monté de poids, je trouvais que ça y faisait tellement bien. Puis là, à partir de ce moment-là, c'est un gars qui va se battre à son poids naturel. Oui, c'est sûr et certain qu'il n'est pas habitué d'être dans la cage à ce poids-là, mais qui s'est battu toute sa vie avec ce poids-là dans les sparring, dans les entraînements, comme disait Phil. Pour moi, je pense pas qu'il est tant... comment je pourrais dire ça? Il va être tant déstabilisé. Je pense que la vraie question, par exemple, c'est est-ce qu'à 155 livres, de recevoir les coups de quelqu'un qui est de 155, comment est-ce qu'il va gérer ça? C'est ça. Parce que, mettons, il peut se parler avec du monde au gym qui sont plus gros, mais tu sais, au paye un casque ou le monde n'y rentre pas aussi fort. Mais là, tu as des petits gants d'MMA en plus, pas de casse. Puis là, tu manges des coups à pleine puissance. Tu sais, Dustin Poirier, il va être plus gros que lui, pas mal. Puis Poirier, faut le dire, il s'est amélioré depuis. Là, les deux gars sont plus les mêmes. Poirier, je suis un gros fan, pour vrai. Là. Ah ouais? Je l'aime beaucoup. Je te dirais, là, c'est probablement un de mes fighters préférés, Dustin Poirier. Ah ouais? Comment ça? Je pourrais pas te dire, man. Il rentre dans le pocket. Il fait de la boxe puis il rentre dans le pocket. Il est agressif. Il a un bon striking puis il est agressif. Puis je l'aime beaucoup. Il aime ça se battre direct. Ouais, c'est ça. Il prend des risques, il se place. Puis, tu sais, moi, je me rappelle la première fois que je l'ai vu se battre contre Conor, j'étais comme, il va faire mes aïeux. Puis là, j'étais tellement triste quand il avait perdu. Mais tu vois, moi, là, de tous ces derniers combats, les deux seuls combats que j'ai vu deux gars qui étaient à peu près dans des vrais noms, là, dans le sens que, tu sais, Anthony Pettis, ok, oui, c'est un vrai nom, Jim Miller, mais ils sont tous à la fin, là, tu sais. Bobby Green, tu sais, puis il a perdu contre Michael Johnson, puis Michael Johnson aussi, là, il s'est amélioré, puis il a une Christie de boxe, mais, tu sais, pour moi, les deux seuls qui a pogné, c'était Joseph Duffy, puis Yancy Medeiros. Puis Medeiros, il a gagné par knockout. Puis, dans le cas de Duffy, il a gagné par décision. Mais tu parlais d'Austin? Dustin Poirier, ouais. Mais il y a aussi Eddie Alvarez. Eddie Alvarez, il a perdu par disqualification, là, mais avant ça, il est en train de le péter. Puis son dernier combat, c'est contre Alvarez aussi, puis il a gagné. Ouais, c'est ouais, par knockout. C'est vrai. Ouais, par knockout. Moi, je te dirais juste que Alvarez, c'est juste plus le même depuis son combat, de toute façon, contre... oui, c'est sûr, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Contre voyons... comment est-ce qu'il s'appelle? Voyons, quand il a gagné, là... contre... Raphaël Dos Anjos. Dos Anjos, ouais. C'est depuis... ça, mon gars, là, j'ai capoté quand j'ai vu ça. Ben, c'est probablement là que je l'ai jamais vu pareil, là. C'est l'apogée de sa carrière. Comme contre Justin Gaethje, là, ça a essayé de reproduire ça. Ça a été juste... pas une bonne décision. C'était comme il y a une limite qu'il fallait pas franchir en termes de combat à supporter. Puis je pense que c'était son combat contre Dos Anjos. Puis il l'a payé trop cher. Fait encore une fois, c'est pas le Eddie Alvarez qu'on connaissait. Jim Miller, c'est pas le même Jim Miller qu'on connaissait. Anthony Pettis aussi. Michael Johnson, oui. Bobby Green, oui. Joseph Duffy, oui. Yancy Medeiros, oui. Puis Bobby Green, pour moi, c'était évident que Dustin Poirier, comme il était supérieur à lui. Joseph Duffy, tu vois, j'aurais pas été sûr. Là. Pour moi, ça aurait été quelque chose qui est tête. Puis qu'il a gagné par décision unanime, ça me surprend. Même qu'il y a eu Fight of the Night. Fait que non, c'était contre Medeiros qu'il y a eu Fight of the Night. Fait que, Medeiros donne tout le temps des estis de combat. C'est clairement pas le meilleur, là, on s'entend, là, loin de là, mais genre il donne tout le temps des estis de combat, vrai. Ce gars-là. Moi je l'adore. Je l'adore pour ça. Mais il y avait même une victoire contre Justin Gaethje, par exemple, Poirier aussi, il revient. Ça fait quand même 1 an. Oui. Ouais. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça va être un combat principalement de boxe entre deux boxeurs différents. Les stratégies sont pas les mêmes. Dans ma tête, Holloway va essayer de se garder plus vers l'extérieur, tandis que Poirier va essayer de rentrer dans le pocket. Ça va être le jeu de la Poirier, il a l'avantage de reach. Hein? Il y a comme 3-4 pouces d'avantage. 3-4 pouces d'avantage. J'avais regardé. Mais ça, c'est intéressant en maudit, par exemple. De reach d'avantage. Ça, c'est intéressant. Ça peut changer là-dedans. Mais moi, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que si
si Holloway est vraiment efficace à rester à l'extérieur, comme il est capable de faire, ça va être un combat probablement long pour Poirier. Mais si Poirier est capable de rentrer dans le pocket puis d'échanger, puis je te dis. Ouais, mais s'il est capable de faire ces choses-là, d'après moi, là, c'est une prédiction on the side, là, mais je pense que si on voit des échanges, là, c'est potentiellement un fight of the year, ce combat-là. D'après moi, si on a un combat de boxe là, entre ces deux-là, là, un vrai, là, c'est avec des échanges. Moi, j'étais super excité quand j'ai vu ça. Là. Ouais, ça va être un des meilleurs combats de l'année. Sinon, avant, ça aurait été hot. Finalement, ça n'a pas eu lieu, là, mais il était supposé y avoir Dustin Poirier contre Nate Diaz. Ça pourrait. Je pense que ça prend dans le même temps qu'il annonçait Conor contre Khabib, puis j'étais quasiment plus excité par ce combat-là. Pas moi, là, mais. Non, mais j'exagère, là. Mais ouais, moi aussi, j'étais hype en tabarnak quand ils ont annoncé ça, puis j'étais oh my god, c'est le match-up. Mais en même temps, on retrouve un peu de ça quand même dans ce combat-là. Oui, parce qu'en plus, c'est à peu près le même style. Puis t'as Dustin Poirier qui est une black belt de Jew en plus. Le premier combat, il l'a soumis, Max Holloway. Sûr, là, on parle de ça fait 8 ans. Ouais, mais on peut même pas, on peut pas se fier à ça. Non, vraiment pas. José Aldo l'est aussi, là, tu sais, mais... Ouais, mais José Aldo, ça devient pas mal plus difficile pour José Aldo de se rapprocher par rapport à la différence de reach puis de grandeur. Non, je suis bien d'accord. C'est juste que l'argument du fait qu'il est un black belt, c'est juste... C'est juste de dire, de toute façon, je ne crois pas que ça va aller au sol, là, cette histoire-là. Non. Mais pour moi, l'arsenal, l'arsenal de Holloway, je pense que même sa capacité d'endurer, je crois aussi même sa technicalité au niveau de je pense, je te dirais que ça a été toujours la question d'angle, la question de footing, puis la question de gérer la distance qu'Holloway a vraiment mieux que l'autre qui essaie de provoquer, qui essaie de rentrer, de foncer. Il est plus, on va dire, rhinocéros. Je crois que Holloway va être capable de gérer ça. C'est exactement le style sur lequel Holloway est capable de pouvoir gérer. Fait que dans la mesure où Poirier, moi, il va être plus en train d'attendre, là, on va avoir un combat différent. Puis là, s'il essaie de faire pousser l'action Holloway, pour moi, les questions vont se soulever, mais je ne crois pas qu'un gars comme Poirier va pas essayer de forcer ou provoquer un peu l'action. Là. Ça m'étonnerait. Pour moi, c'est même... pour moi, le seul élément, c'est qu'est-ce que vaut Holloway 10 livres de plus. Sinon, je ne vois pas comment est-ce que Poirier va s'en sortir contre un gars comme Holloway. Là. Moi, ce que je vois, ça va être un combat dans ma tête à moi. Là, si ça va comme Holloway le veut, ça va être un combat qui va être long. Là. D'après moi, ça peut se rendre au 4e, 5e round, peut-être probablement même une décision. Mais si j'avais faire... Est-ce qu'on était rendu à faire les pics? Je sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter sur... OK, parfait. Est-ce qu'on a parlé que c'était à 155 livres, le combat? Pour mes bets, personnellement, avec argent, je vais mettre Holloway tout court. Puis sans argent, je vais y aller un petit peu plus... poussé. Puis je vais dire Holloway par KO au 4e round. Oh, tabarnak! Au 4e round, ouais. Oh, OK. Là, on est dans le do or die, là. On est dans le do or die. Ah oui, monsieur veut pas faire le strut. Non. Au canon. Non, monsieur. Au canon. OK, ben là, je pense en plus, là, le main event puis le co-main event, je vais aller crissement contre sens de vous autres. Là, je vais y aller avec Dustin Poirier pour les deux. OK. C'est tout, pas de décision? Non, je trouve ça assez audacieux. Je l'aime, là, mais je suis quand même conscient que c'est audacieux. Moi, c'est bizarre, mais j'ai dit cash Dustin Poirier, 4e round. Ah ouais? Non. Puis, j'avoue que ça a été drôle de ta part de rajouter un round en plus. Oh, man. Non, mais non, moi, c'est Holloway all the way. Oh shit! Mais quel jeu de mots qui mérite pas cette réaction. Fait que non, moi c'est all the way là, pour la seule et bonne raison que
sais, si le combat il se passe featherweight, pour moi, ça la question se pose pas. Puis ça aurait été même pas pour une question de si Dustin Poirier avait baissé de poids. La seule interrogation qu'on a, c'est vraiment juste le fait qu'il va pogner 10 livres de plus, puis on s'est pas battu. Fait que ça va être vraiment ça. Puis ça va être une question de va-t-il être capable de gérer son cardio. On l'a vu très bien gérer son cardio featherweight à chaque fois. Puis il descendait de poids, il devait couper, il devait faire une coupe je te dirais, il devait faire une sèche. Fait que je pense qu'on va voir Holloway très bien gérer ce 10 livres-là. Puis la question, c'est est-ce qu'il va être capable d'encaisser comme de ce que Dustin peut lui... Quand il va le toucher, puis est-ce qu'il va être capable d'encaisser le calibre light heavyweight, pas light heavyweight, mais lightweight peut donner. Puis moi, ma réponse, c'est que je crois que oui. Là. Ouais. Ouais. Ben, tu vois, ma tête me dit aussi d'y aller avec Holloway, mais en même temps, genre, je peux pas bêter contre Dustin. Mais c'est un fait que dans un échange dans le pocket, s'il arrive à rentrer de Poirier, ça va être dangereux aussi. Là. Fait que, je veux dire, à ce moment-là, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là, mais en tout cas, moi, je reste quand même sur ma décision. Dustin aussi, il a quand même un super bon cardio. Honnêtement, j'ai rarement vu gas out, là. Je peux pas me souvenir. Peut-être que c'est arrivé des fois puis j'étais sous puis je m'en rappelle pas. non, il y a un bon cardio. Gastelum? Non, Poirier. Poirier? Ouais. Gastelum, c'est arrivé, ouais. Oui, là, c'était surtout à 170 livres, là. Ouais. C'était mais Poirier ou Gastout, non. Puis surtout contre Gaethje, il était pas... Non. Mais d'après moi, c'est pour ça, personnellement, c'est pour ça que je mettais, mettons, plus un knockout vers les derniers rounds, juste entre le 4e et le 5e. Juste parce que j'ai l'impression que au niveau du match-up, il y en a un qui s'enfuit plus, qui rentre une coupe de coups stratégiques, tandis que l'autre essaie de rentrer. Puis je pense que sur le long terme, ça sera pas payant pour Poirier possiblement. Puis c'est là qu'il pourrait prendre avantage. Fait que c'est le même que je vois le combat se dérouler personnellement. Mais il n'y a pas à dire, par exemple, sur papier, à date, dans toutes nos décisions là, pour une carte, là, c'est, je te dirais, le plus départagé qu'on a eu depuis le début. Surtout avec les 3 premiers combats, c'est tellement des combats comme... C'est comme... tout peut arriver parce que c'est des gens qui ont des succès et des insuccès un après l'autre. Fait que c'est comme... Non, effectivement, ça a été là où... Ben oui, mais même après ça, vers la fin, on a eu des différences, toi puis moi, là, au niveau de la précision de comment ça se termine. Mais lui, il a été, après ça, là, juste... à l'opposé tout le long. Ouais, puis c'est très possible aussi. Fait que je respecte ton opinion. Là, parce que je respecte le vôtre aussi. Bon, mais t'es fin! J'espère que vous allez perdre, par exemple. Ouais, ben moi aussi, j'espère que tu vas perdre. OK. Ben, moi, je sais que je gagne, mais c'est correct, là. Évidemment. Non. Mais sinon... C'est lui qui fait point, après tout. Mais tout ce que je dis est vérifiable. Oui, si vous perdez, ça sera par votre paresse. Mais comment ça j'ai perdu? Si, Holloway, puis non. Mais non, mais sinon, anyway, tout est enregistré. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est moi qui fais le montage. Man, j'ai tellement hâte de voir Marco faire que c'est sûr, Grand, finalement, non. Mais sinon, on dit à nos auditeurs, vu qu'on vient de finir, que ça va être à la prochaine, au UFC 237. 237, c'est Jessica Andrade contre Rose Namajunas. Oh. Anderson Silva contre Jared Cannonier. On s'en crisse de celle-là. Oh, ben non, pas moi. Ben moi, j'ai hâte de voir Silva encore, puis, parce que Silva, il est juste tellement le fun à regarder. Que... t'as José Aldo contre Volkanovski. Ça va être nice. Ça va être nice, ouais. T'as Antonio Rogerio Nogueira qui revient. Ouais. Contre un dude qui s'appelle Ryan Spann. C'est qui, lui? C'est un gars qui a pas... en date, il y a un combat dans l'UFC contre Luis Enrique Barboza des Oliveira, qui a eu par décision. Puis tu regardes à date, là, je regardais sa fiche vite. Il y a beaucoup de soumissions à son actif. Puis c'est comme là, il se pogne contre Nogueira. Ouais, non, fait que, tu sais... Ouais, mais tu le vieux Nogueira, là. Son dernier combat, c'est contre qui? Rashad Evans, je pense que c'était contre... C'était contre qui? C'était pas contre Russian Evans? Non. Ça fait longtemps. Contre Nogueira. Non, Nogueira, il avait gagné son dernier. C'était contre Sam Alvey, je pense.
Oh, oui! Puis il avait knocké Sam Alvey. Il a knocké Sam Alvey, c'est vrai. Oui. J'avais oublié ça. Puis t'as Thiago Alves aussi qui va se battre. Ah, OK, nice. Contre un autre nouveau qui s'appelle Laureano Starpoli. OK. Genre, j'ai aucune idée c'est qui ce gars-là. T'as BJ Penn qui va se battre aussi. Contre fucking... Clay Guida. Oui, je l'ai vu. Il continue sa séquence. J'ai tellement hâte de voir ça pour rire. Le Shitty Fight World Tour, baby. On dirait, est-ce qu'on met la thème Walking Dead quand il rentre, BJ Penn? Dead Man Walking. Oh, man. Chris, pour vrai, là. Ouais. Puis en passant aussi, ce serait hot si les gens ont des prédictions par rapport aux fights qu'on a faites cette semaine, parce qu'il y a des affaires un peu difficiles à prédire. Poirier, Holloway, comment vous voyez vous autres le combat, etc. Lâchez les commentaires, c'est toujours intéressant de voir votre point de vue là-dessus. Puis nous, des fois, ça nous fait voir les affaires qu'on n'a pas vues, puis ça nous aide à nous améliorer d'une certaine manière aussi. Des fois, on peut rire de vous aussi quand on s'abrosse un peu. Puis celui qui a le plus de trucs bons, il va faire le strut à ma place. Félicitations. Yes! Fait qu'on vous encourage bien gros à dropper vos commentaires. Merci d'avoir été des nôtres. Yes, merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye.